Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Ça faisait un bail que j'avais pas fait une vidéo posée comme ça face caméra pour vous raconter l'histoire de l'une des grandes maisons de couture. Du coup ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'histoire de Fendi. C'est parti. Bon, on va changer un petit peu d'habitude parce que normalement je commence toujours par une petite biographie du fondateur mythique de la maison. Mais là, Fendi c'est pas le fruit d'une seule personne mais de deux, à savoir d'un couple composé de Adele Casagrande et de Edoardo Fendi. Donc on commence tout d'abord avec Adele qui, avant de rencontrer Edoardo, avait ouvert un magasin de fourrure en 1918 et donc par la suite elle avait fait la connaissance de Edoardo, ils se sont mariés et ils ont finalement ouvert un magasin ensemble en 1925 avec le nom de famille de Edoardo. Et c'était un magasin qui rassemblait à la fois de la fourrure et du cuir. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé énormément d'informations concernant leur vie personnelle, contrairement aux autres grands couturiers que j'ai déjà fait. Mais en revanche, on sait qu'ils ont pas chômé parce qu'ils ont eu 5 filles qui les ont rejoints d'ailleurs plus tard dans l'entreprise familiale. Du coup, à partir de 1925, la marque a rencontré tout de suite un franc succès. Donc déjà, peut-être du fait que c'était la toute première boutique sur la Via del Plebiscito à Rome à proposer des articles en cuir et en fourrure, mais c'est surtout pour leur excellent travail. On commence à le savoir, il n'y a pas vraiment de recette magique pour créer une maison mythique, mais simplement comme partout j'imagine, du travail, des articles de bonne qualité, de beaux produits et surtout une bonne relation avec les clients. Donc en l'espace de seulement 10 ans, leurs affaires vont prendre une grande ampleur, encore plus quand ils seront rejoints par leur fille. Et contrairement à la famille Gucci où on avait vu pas mal d'horreurs, là il y avait une entente parfaite entre les sœurs. Donc les Fendi ouvrent une nouvelle boutique en 1932 et leur fille aînée qui s'appelait Paola va commencer à travailler avec ses parents à l'âge de 15 ans. Et plus tard, toutes ses sœurs feront la même chose qu'elle. Edoardo meurt en 1954 et c'est là que les sœurs vont vraiment prendre les rênes de l'entreprise. Et elles vont chacune avoir un rôle très précis. Donc par exemple, Paola, c'était celle qui contrôlait le tannage des peaux. Franca, c'était la directrice des achats. Carla, la responsable des ventes et de la presse. Alda faisait fonctionner l'atelier. Et enfin, Anna était en charge de la licence et du design. C'est elles qui vont vraiment faire de Fendi une maison de mode. En 1965, il va d'ailleurs y avoir l'arrivée d'un personnage qu'on connaît tous et c'est Karl Lagerfeld qui devient directeur artistique de la maison et il est d'ailleurs resté à ce poste jusqu'à sa mort le 19 février 2019. Donc il est resté à ce poste pendant 54 ans. D'ailleurs, apparemment, Fendi posséderait près de 70 000 croquis réalisés par Karl Lagerfeld dans leurs archives. Du coup, qu'est-ce que va apporter Karl à la maison? Alors tout d'abord, il a continué dans les fourrures en décidant toutefois de leur donner une nouvelle image. Tout d'abord, ça passait par la création d'un logo. Donc c'est le fameux logo qu'on connaît aujourd'hui avec les deux F. Et à la base, ce logo, ça voulait dire Fun Fur. Et donc ce logo était à la base destiné juste à quelques fourrures. Et finalement, ils l'ont gardé pour le logo de la marque. Ensuite, au niveau des changements sur la fourrure en elle-même, déjà Karl a retiré les doublures afin qu'elles soient plus légères, plus souples. Et il leur a fait également changer de forme. Donc que ce soit des blousons ou encore des silhouettes longilignes avec des cols montants. Il a même osé les fourrures rayées ou tressées ou encore les fourrures peintes comme des tableaux. Le succès avec les fourrures va quand même pousser la maison à se diversifier et en 1977 on a l'apparition du prêt-à-porter, mais aussi par la suite on va avoir les chaussures, le parfum, la joaillerie, les montres, les lunettes et j'en passe. En 1987, la troisième génération de femmes de la famille Fendi va rentrer dans la maison avec Silvia Venturini Fendi qui va collaborer avec Karl en tant que directrice artistique pour les accessoires et le prêt-à-porter homme. Ils ont une relation assez particulière puisque au final elle le connaît depuis qu'elle est toute petite et pour elle c'est comme si Karl avait toujours été là. Quand elle était ado, elle préférait rester là à observer le travail de Karl plutôt que de sortir s'amuser avec ses amis et finalement c'est Karl qui lui a proposé de travailler avec lui quand elle est devenue plus âgée. Du coup c'est Silvia qui est à l'origine de la création de la gamme Fendissime qui est une gamme un petit peu plus abordable pour laquelle a d'ailleurs travaillé Giambattista Valli pendant 1 an. Également, bon à savoir, je pense, Alessandro Michele avait travaillé pour Fendi durant les années 90 et il y avait fait en quelque sorte ses armes. Et dernier guest un peu spéciaux et après je passe à autre chose promis, Kanye West a fait un stage chez Fendi en 2008 aux côtés notamment de Virgil Abloh qui est aujourd'hui le directeur artistique de Louis Vuitton et apparemment ils étaient traités comme n'importe quel stagiaire, ils étaient payés 500 $ le mois, ils faisaient du 9h-17h tous les jours et du coup je trouvais ça assez cocasse et je voulais vous en parler, notamment quand on sait qu'aujourd'hui Kanye West se présente pour être président des États-Unis. Enfin voilà. Bon, on revient sur Silvia. Du coup, en 1997, elle a créé le fameux sac baguette qui est considéré comme le tout premier hit bag. Du coup, depuis son existence, il y a plus de 1000 versions qui ont été créées de ce sac.
sac et il avait été notamment mis en avant dans la série Sex and the City avec le personnage de Carrie Bradshaw comme d'hab. Sylvia est à l'origine d'un deuxième sac iconique qui s'appelle le sac Peekaboo qui est sorti en 2008. C'est un sac ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Donc il est à la fois plus épuré mais innovant et désinvolte. Il existe une version avec un tissage de lanière en cuir qui demande un savoir-faire assez particulier. Du coup, toujours en 2008, on peut noter un défilé assez iconique puisque c'est la toute première fois qu'un défilé avait lieu sur la Grande Muraille de Chine. Donc un défilé sur 88 mètres et plus de 500 invités VIP. C'est un défilé qui aurait coûté environ 10 millions de dollars à la marque, rien que ça. Et également, il faut savoir que même si les préparatifs avaient duré 1 an pour ce défilé, bon, comme la plupart des défilés, ils n'ont eu l'autorisation de la Chine que 6 semaines avant le défilé. Donc c'était une énorme prise de risque. Bernard Arnault d'ailleurs avait souligné que c'était le seul défilé, à l'époque en tout cas, qui était visible depuis la Lune. En parlant de défilé visible depuis le ciel, Fendi a été la toute première maison à utiliser des drones pour filmer leur défilé avec un point de vue différent. Du coup c'était en 2014, donc c'était quelque chose d'assez novateur également. Et enfin dans la catégorie défilé mémorable, on a celui à la fontaine de Trevi à Rome en 2015. Et donc Fendi avait payé de leur poche pour faire nettoyer la fontaine qui à l'époque était pleine de calcaire, de pollution, etc. Et en échange, ils avaient pu organiser un défilé. Fendi au final c'est un peu une maison mécène qui donne des millions de dollars pour faire des restaurations d'art, des expositions ou des rencontres avec des artistes, etc. Et d'ailleurs le siège social de Fendi est placé dans un bâtiment assez impressionnant. Il date des années fascistes et il avait été commandité par Mussolini. Ça s'appelle le Palais de la civilisation italienne et ensuite c'était un petit peu tombé à l'abandon jusqu'à ce que Fendi en fasse son siège social. Du coup, toujours dans ce rôle de mécène, ils ont également beaucoup collaboré avec des artistes pour leur collection. Il y a eu par exemple en 2017 une collaboration avec le graphiste John Booth qui a reproduit du coup ses visages colorés sur les accessoires de Fendi. Ensuite en 2018 on a eu Sue Tylee, une illustratrice londonienne et elle aussi elle avait repris un petit peu ses graphismes pour les transposer sur les accessoires Fendi. Et enfin pour le défilé Homme Automne-Hiver 2018, la maison avait collaboré avec A. Riley et c'est un Instagrammeur assez connu justement pour détourner les logos et les images en général. Et du coup il avait détourné le logo Fendi en l'associant avec celui de la marque Fila. Sylvia l'a remarqué comme ça et lui a proposé de collaborer. Du coup ce qu'il a fait pour cette collection c'est que comme à son habitude du coup il a détourné le logo Fendi. Donc voilà, il a fait du logo quelque chose d'assez fun associé du coup avec des collages numériques qui comprenaient des bananes, du fromage, des chevaux. Enfin bref, vous voyez le délire. Et tout ça dans un décor inspiré d'un aéroport. Donc Fendi, c'est le leader en termes de fourrure. Et on a vu leur fourrure dans de très nombreux films. Évidemment, le mythique Le Diable s'habille en Prada. Mais il y a eu également Le Grand Budapest Hotel, Blue Jasmine, Catwoman, Evita, Basic Instinct et beaucoup d'autres. Par contre, à l'heure du cruelty free, je pense qu'il est assez important d'aborder la vision de Sylvia sur les fourrures. Du coup, pour le moment, ils utilisent encore de la vraie fourrure. Mais selon Sylvia, ils pratiquent beaucoup de l'upcycling et donc le fait de récupérer d'anciennes fourrures pour en faire de nouvelles parce que c'est une matière assez durable et biodégradable. Et également, elle a précisé qu'il faisait très attention à la provenance des fourrures. Il commencerait également à utiliser des matières alternatives, mais pas de fourrure synthétique parce qu'apparemment c'est quelque chose qui pollue pas mal, mais plutôt des matières naturelles à poils longs comme le cachemire, la laine, etc. Donc je pense que c'est un gros challenge pour la maison leader en termes de fourrure de se renouveler sans perdre son image de qualité. Mais je pense qu'ils ont vraiment conscience que le monde est en train de changer et donc on ne peut qu'espérer qu'ils abandonnent les vraies fourrures par la suite. Donc niveau style, Fendi c'est une maison pour lesquelles les collections sont imaginées pour être portées dans la rue plutôt que sur les défilés. Perso, je trouve que quand on regarde un défilé Fendi, on peut tout de suite s'approprier les vêtements et avoir envie de les porter tels quels. C'est une maison assez discrète, qui fait pas trop de vagues, qui a un style assez simple et épuré, mais qui reste énormément glamour et moderne. Ils sont très proches des millennials, avec un projet notamment qui s'appelle F is for, et donc c'est un projet de communication à 360 degrés. Donc en gros, c'est une plateforme qui peut parler autant de mode que de culture, donc de concerts, de soirées, d'art, enfin... Vraiment, c'est très varié et ils ont été en collaboration avec de nombreux artistes, notamment Billie Eilish. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, Fendi, c'est vraiment une marque discrète. Du coup, j'en savais pas plus que ça sur eux. Mais j'aime bien le fait qu'ils aient toujours cet aspect un petit peu familial et juste étendu à Karl Lagerfeld. Et du coup, j'ai l'impression que le fait que Karl était le directeur artistique de Fendi n'était pas vraiment très médiatisé, contrairement à sa carrière chez Chanel. Et d'ailleurs, Sylvia a rendu hommage à Karl durant le défilé printemps-été
2020 qui a eu lieu sur le Palatin à Rome. Du coup, petit throwback au défilé qui avait eu lieu à la Fontaine de Trévi. Et d'ailleurs, après avoir financé le nettoyage de la Fontaine de Trévi, Fendi a donné 2,5 millions d'euros pour la restauration du temple de Vénus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!